Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 20 juin 2021, nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission le JDD Papa Diallo Zator Mbaye, secrétaire général du Mouvement national des jeunesses progressistes et coordonnateur des jeunesses de Benno Bokk Yakaar. Bonjour. Bonjour Mamadou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous le savez, le jury du dimanche, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée et votre site préféré également, imedia.sn. Votre leader, Moustapha Niasse Zator, l'a dit urbi et orbi, 22 ans à la tête de votre parti, ça suffit. Le secrétaire général de l'AFP, qui est encore en fonction, a décidé de passer la main aux jeunes à partir de 2022. Le non moins président de l'Assemblée nationale ouvre ainsi sa succession à l'Alliance des forces de progrès, formation qu'il a créée le 16 juin 1999 à travers un célèbre appel dénommé « J'ai choisi l'espoir ». Certes, la jeunesse à qui l'enfant de Keur Madiabel veut transmettre le flambeau symbolise l'espoir. Mais l'espoir annoncé il y a 22 ans, près d'un quart de siècle donc, a-t-il été au rendez-vous? Zator Mbaye est justement le leader de cette jeunesse progressiste. Il va répondre à la question tout à l'heure. Peut-on le qualifier de jeune loup aux dents longues? Autrement dit, a-t-il des ambitions de succession? Quelles seraient les conséquences de la retraite du président Moustapha Niasse tant au niveau de l'AFP qu'au niveau de l'État? L'invité de la semaine du jury du dimanche y répondra également. Papa Diallo Mbaye Zator, pour vous le présenter, est ministre conseiller du président de la République, conseiller municipal de la commune Mermoz-Sacré-Cœur et de la ville de Dakar. Il est également un activiste de la vie associative. Comme président de l'ASC Sacré-Cœur, au plan académique et professionnel, Zator Mbaye est titulaire du Master 2 d'études diplomatiques supérieures, du diplôme en pratique et droit parlementaire, du diplôme en administration des sports et du diplôme en management et gestion des entreprises. Commençons notre émission par les tournées économiques du président de la République, tournée qui s'est terminée. Il était dans la région Nord. Quel bilan en faites-vous en votre double qualité d'ailleurs de ministre conseiller, mais aussi d'allié politique du président de la République? Alors, merci beaucoup Mamadou. Je crois que la tournée du président de la République n'est pas le premier du genre, simplement parce que le président Macky Sall n'est pas un président du palais de la République, encore moins du département de Dakar ou de la région de Dakar. C'est un président qui aime sortir, qui aime aller voir ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il est quand même normal qu'après avoir traversé une élection brillante, après avoir donné des instructions à des ministres dans différents domaines, par rapport à la réalisation de projets divers, il était normal pour le président de faire un contrôle sur place et sur pièce, de voir réellement si ces instructions ont été respectées à la lettre et quelles devraient être à la suite de cela les nouvelles attentes des populations. Certains vous diront, mais pourquoi maintenant? Alors, avec des locales qui ne sont pas loin, dans un climat de suspicion politique. À cette question, je serais tenté de mettre la fameuse chanson de Youssou Ndour, Mbami, Mpabi, ak Domji. S'il avait attendu quelques mois, on aurait dit que le président s'implique dans la campagne électorale. S'il avait attendu la fin, on aurait dit, voilà, il va aller saluer ses nouveaux maires, parce on va encore faire une razzia, Inch'Allah. Mais je crois que le momentum, c'est à lui de le définir, c'est à lui de le choisir, parce qu'aujourd'hui, il a un calendrier national, mais il a un calendrier international. Il a donc des contraintes objectives qui font que c'est à lui de voir quel est le moment qui lui semble le meilleur pour pouvoir visiter le Sénégal de l'intérieur. Je crois que les gens devraient applaudir que le président fasse le tour de toutes ces contrées pour voir réellement ce qui a été fait. Parce que naguère, les gens avaient l'habitude juste de se contenter des rapports que fournissait l'administration territoriale, mais le mode de gouvernance a beaucoup changé avec le président Macky Sall. Il est venu, on l'a vu, il est reparti, pour paraphraser quelqu'un, mais en y laissant quoi? Alors, en inaugurant de grandes infrastructures, oui,
ce qui est innovant, ce qui est même, je devrais dire, réformateur, parce que le président est allé dans le sens de dire il y a des zones qui n'avaient pas d'1 kilomètre, qui n'avaient même pas 1 kilomètre de goudron, qui aujourd'hui connaissent la route, qui aujourd'hui connaissent des pistes, qui connaissent des ponts. Il y a des zones dans le pays qui, une fois l'approche de l'hivernage, étaient complètement enclavées. Il était normal, je crois, pour que le président puisse aller visiter ces zones. Regardez ce qui a été fait dans le cadre de la redéfinition de la carte sanitaire des hôpitaux de niveau 2, 3. C'est très important parce qu'aujourd'hui, ça va permettre à ces populations de ne pas migrer vers la capitale, vers Dakar. Hein, parce que nos hôpitaux étaient souvent très surchargés. L'hôpital Dantec, Fann, principal. Je crois que c'est quand même des pans importants. Le président essaie de donner des signaux forts dans les domaines très stratégiques que sont la santé, c'est important, mais également l'éducation et les infrastructures de base de manière générale. Justement, à l'occasion de cette tournée économique, le pouvoir est accusé de recruter des nervis pour assurer la sécurité du président de la République et même des nervis accusés de commettre des violences contre des adversaires politiques du régime, en lieu et place des forces de sécurité dont la mission est d'assurer la sécurité du chef de l'État. Moi, je crois que c'est une assertion très grave de cela qui les tiennent. Parce que moi, je n'ai pas vu de nervis. Moi, j'ai vu la garde présidentielle, composée justement d'éléments de la gendarmerie et de la police, qui sont dans le convoi du président de la République, qui jouent leur rôle pleinement. Et maintenant, peut-être qu'il y a eu par-ci, par-là, des éléments qui ont été pris peut-être pour essayer d'encadrer la sécurité, mais ça c'est au niveau local. En tout cas, moi, la caravane du président que j'ai vue, je n'ai pas vu de nervis là-dedans. Et c'est extrêmement grave d'ailleurs de dire ça, parce que ça voudrait dire quoi? Que nos forces de défense et de sécurité sont impuissantes. Oui, ça voudrait dire qu'elles sont impuissantes, qu'elles sont incapables de gérer. L'opposant Ousmane Sonko a parlé de malaise au sein de la gendarmerie et de la police en mettant en épingle le départ, par exemple, du général Tine, du commandement de la gendarmerie. Vous savez, c'est encore une soncorie de plus, hein, parce que, vous savez, il est très facile de taper comme ça, sans maîtriser le fond de la question. Le président est la personne institutionnellement reconnue, habilité à nommer à tous les postes civils et militaires. Il lui appartient à lui de nommer quelqu'un. Le jour où il sentira le besoin de l'appeler à d'autres fonctions, il le fait. Je crois qu'il n'a pas besoin de s'expliquer ou de dire écoute, je dois attendre demain ou il faudrait que j'attende après la Tabaski. Parce que ça, quand même, il faut lui reconnaître son pouvoir régalien de le faire. Mais vous semblez minimiser quand même le phénomène des nervis. On le constate, c'est dans presque tous les partis politiques. Aujourd'hui, la société civile demande d'ailleurs que ces milices soient dissoutes. En fait, moi, dans mon parti, il n'y a pas de nervis, il n'y a pas de milice. On ne connaît pas ça parce que nous faisons prévaloir la force de l'argument. Vous savez, en politique, on n'a pas besoin de nervis, on n'a pas besoin de gros bras. On a besoin simplement de persuader. On a besoin de persuasion. On en voit quand même. Hein, je pense qu'à la place de l'argument de la force, moi, je militerai pour la force de l'argument. Les milices n'existent pas au sein des partis. En tout cas, moi, dans le parti dans lequel je milite, je n'ai pas vu de milice. Dans la coalition politique dans laquelle je milite, en tant que responsable à un niveau très élevé, je n'ai jamais été mis à contribution pour le recrutement d'un nervi. Et je puis vraiment, ça, si je vous le dis, rassurez-moi, rassurez-vous, parce que simplement, je suis le responsable, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour ce qui est des jeunes, et souvent ces questions sont adressées au niveau de la jeunesse. Mais jamais, je dis bien jamais, il n'a été question à mon niveau de me donner des moyens ou de me demander de recruter des nervis. D'ailleurs, si c'était recommandé, je ne l'aurais pas fait parce que ce n'est pas ma conviction. Vous êtes affirmatif, il n'y a pas de nervis dans votre camp. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire qu'il y avait 1 ou 2 nervis, je ne les ai pas vus. Maintenant, il arrive souvent dans des localités, dans le cadre d'une organisation, qu'on prenne les jeunes qui sont un peu plus musclés, voilà, pour assurer la sécurité des jeunes et des femmes, ça parie. Zator Mbaye est l'invité du jury du dimanche. Il est le secrétaire général du Mouvement national des jeunesses progressistes, donc de l'AFP. Et il coordonne également les jeunesses de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Parlons du départ annoncé par Moustapha Niasse lui-même en 2022 de la présidence de votre parti, l'Alliance des forces de progrès. De quoi s'agit-il exactement? Retraite ou retrait?
Retrait, parce que... Retrait? Retrait. Ça veut dire quoi? Je vais même je vais emprunter sa phrase en disant: je serai en retrait, mais jamais à la retraite en politique. Moustapha Niasse est un homme politique, est un homme d'une grande expérience qui, oui, a été à la... partir sans partir. Oui, nous ne souhaiterions même pas qu'il parte. Simplement, au vu de ce qu'il représente, Moustapha Niasse, je peux dire, est un monument national et même international, au vu de tout ce qu'il a fait, au vu de tout ce qu'il représente. Toutes les personnes de sa génération sont aujourd'hui dans les mosquées, avec leur chapelet. Aujourd'hui, c'est l'un des premiers à être à l'Assemblée nationale, malgré son âge, à présider des séances de 8 heures de temps. Oui, à être toujours là, en train de faire respecter rigoureusement et de fort belle manière le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 22 ans, ça suffit. Oui. Et vous semblez dire que c'est un vrai faux départ. Mais non, je suis en train de vous dire simplement que nous, militants de l'AFP, qui avons choisi l'espoir à ses côtés, parce que je vous dis que son sigle, j'ai choisi l'espoir, est un viatique toujours actuel, parce que la vie même est parsemée d'espoir et d'espérance. Personne ne peut vivre sans avoir un espoir. Mais il a choisi aujourd'hui de rajeunir la direction de notre parti. Et ce n'est pas maintenant, Mamadou. Regardez, tout ce qui était les figures emblématiques du parti sont aujourd'hui relégués en second plan. Tout ce qui était coordonnateur, tout ce qui était responsable des cadres, responsable des femmes. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont détenteurs de postes de responsabilité dans le parti et dans l'État sont des jeunes. Parce que simplement, ils pensent aujourd'hui qu'il faut une osmose, comme le disait mon vénéré marabout Serigne Babacar Sy. Il est bon d'avoir dans une assemblée aussi bien des jeunes qui ont la force, mais également des moins jeunes qui ont le savoir. Je pense que ces deux denrées combinées peuvent produire de l'efficacité et c'est ce que nous recherchons à l'AFP. Vous êtes en train de nous vendre la formule Moustapha Niasse, sorte de président du parti ou président d'honneur, avec un secrétaire général. En tout cas, qui ferait qu'il sera là, qu'il ne partira pas définitivement. En tout cas, je ne cracherai pas sur ça, parce que nous avons toujours besoin... C'est votre proposition. Oui, nous avons toujours besoin de l'expérience, de l'expertise du président Moustapha Niasse. Vous savez, c'est quelqu'un qui a quand même vécu 64 ans de vie politique. Je suis de l'AFP. Humblement, nous avons des camarades, des cadres de haut niveau. Mais pour avoir voilà, quelqu'un qui puisse remplir le fauteuil complètement de Moustapha Niasse va être très difficile. Je suis militant d'une gestion collégiale. Et en notre sein, justement, on choisira peut-être la personne qui sera mieux habilitée à présider aux destinées de notre parti. Vous dites que ça va être difficile de le remplacer, mais déjà des noms circulent. Mais je vais vous provoquer un peu. Vous êtes candidat à sa succession au poste de secrétaire général. Je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat? Non. Des noms circulent. On parle d'Alioune Sarr, de Malick Diop, de Mbaye Dione et certainement d'autres. Vous en pensez quoi? Vous savez, le président a dit la fois dernière qu'il ne lui appartenait pas de choisir son successeur. Parce que nous ne sommes pas des adeptes de la dévolution monarchique ni dynastique. Tout se fera dans le cadre d'un renouvellement démocratique, de la plus petite cellule jusqu'au bureau politique. Maintenant, je ne suis pas non plus adepte de cela qui pense que ça doit être moi. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Je pense qu'il est normal, dans le cadre d'une formation politique, de discuter, d'échanger et de voir quel est entre nous le meilleur profil pour pouvoir voilà, capitaliser toutes les énergies. Parce que ce que nous recherchons, en fait, c'est de capitaliser cet espoir, cette espérance, mais également de nous inscrire dans le continuum qui a fait que notre parti, aujourd'hui, reste la troisième formation politique. C'est-à-dire, depuis 2000, depuis 1999, personne n'a jamais vu une élection où l'AFP est venu en 4e ou 5e position. On a toujours été, entre guillemets, un faiseur de roi. Et je pense que nous devons aller... roi, quand même. Peut-être qu'un jour, on sera roi, comme l'a souhaité le président Moustapha Niasse. Que pensez-vous des trois que je viens de citer? C'est des camarades vaillants, très gentils, très dynamiques, très compétents. Le ministre Alioune Sarr est aujourd'hui assis sur une expérience gouvernementale de 8 ans. C'est le responsable des cadres du parti. Il joue pleinement sa partition à ce niveau-là. Je pense qu'il mérite notre respect. Le docteur Malick Diop, grâce à lui, la communication du parti rayonne. Voilà, c'est un jeune aussi qui fait ce qu'il doit faire et qui le fait très bien. Le camarade Mbaye Dione, il est également dans la même logique. C'est aussi un responsable, un cadre
qui a été responsable des jeunes du parti, hein, bien avant moi. Donc je considère que chacun peut dire oui, je veux. Et d'autres, le bon profil, ce sera celui qui aura compris qu'il sera au service du parti. C'est ça le bon profil. Parce que personne d'entre nous ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en disant que voilà, je suis le plus beau, j'ai plus d'argent ou j'ai plus de moyens. Non, mais ce sera celui que les militants auront d'abord choisi sur la base de la compétence, mais qui aura le génie de pouvoir gérer une équipe. Vous n'avez pas de candidat? Présentement, non. Je n'ai pas de candidat. Et vous n'êtes pas candidat non plus? Je ne suis pas candidat. Ou du reste, pour le moment. Parce que nous, en politique, vous savez, on ne dit jamais, jamais, on me l'a appris. En tout cas, nous sommes en train d'observer. Mais pour le moment, je ne suis pas candidat, ça ne me traverse pas l'esprit. Ma mission, c'est de tout faire pour que mon parti rayonne. Justement, vous concernant, réaction dans les réseaux sociaux, la page Facebook de notre émission Jury du dimanche, c'est de dire, mais quand est-ce qu'il va prendre sa retraite du mouvement national des jeunesses progressistes parce qu'il est atteint par la limite d'âge? Vous savez, je l'ai annoncé, ça fait... Vous êtes né en 77, cela fait 44 ans. J'ai 44 ans aujourd'hui. Alors que la limite, c'est 35 ans. C'est 35 ans. Qu'attendez-vous pour partir? Vous savez, notre parti avait quand même traversé une petite période de remous avec le départ de certains camarades. C'est ce qui a fait de moi, d'ailleurs, le responsable national des jeunes. Quand j'arrivais à la coordination, c'était en 2014. En 2014, j'étais déjà âgé de 39 ans. Mais j'étais l'adjoint justement du coordonnateur. C'est ça qui a fait de moi le responsable des jeunes. Mais ce que je puis dire aujourd'hui, je suis prêt à partir aujourd'hui même. Je l'ai dit, je l'ai indiqué. Et rassurez-vous, la conférence nationale des jeunes va se tenir avant le congrès de renouvellement. Donc moi, mon poste, il est en jeu déjà. Parce que s'il y a un poste dans le parti qui est sûr de changer, c'est le mien. Je ne serai plus responsable des jeunes. Et j'ai envie d'aller me frotter aux adultes parce que humblement, je pense qu'ils ne font pas mieux que moi. Et naturellement, j'ai envie de céder la place aux plus jeunes qui sont très compétents et qui sont dans le parti. Un leader de parti qui se retire volontairement, même si vous préférez au terme retraite celui de retrait, cela n'arrive pas souvent. L'Alliance des forces de progrès est-elle préparée à vivre sans Moustapha Niasse? C'est Moustapha Niasse même qui nous apprend à vivre sans lui. Parce qu'il nous dit toujours, écoutez, regardez tout ce qu'il y a eu comme organisation, comme festivité. Il nous a toujours appris comment gérer, comment s'organiser, avec méthode et organisation. Il nous dit toujours, j'essaie de vous mettre le pied à l'étrier. Et nous lui rendons hommage aussi, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en face de Mamadou Ibra Kane. Parce que si ce n'est pas lui qui nous avait appris, qui nous avait capacité en politique, qui nous avait poussé pour faire de nous, entre guillemets, de petits leaders dans nos coins et dans nos partis, c'est peut-être parce qu'il nous a appris. Parce que beaucoup de notre génération ne sont sûrement pas arrivés à ce point. Bakedien, lui, décrète, l'AFP est morte, il ne reste rien. C'est son assertion, hein. Je laisse la paternité de cela, mais l'AFP reste ce parti de la coalition Benno Bokk Yakaar qui apporte sa contribution. Vous savez, l'AFP a traversé trois détentes. D'abord, l'AFP parti de la majorité du temps du président Wade, qui a duré 11 mois. L'AFP parti de l'opposition pendant encore 11 années. Et l'AFP aujourd'hui membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour chacune de ces détentes, l'AFP a une attitude et un mode d'emploi qui est différent de l'autre. Quand nous étions dans l'opposition, tout le monde se rappelle du rôle éminent joué par l'AFP. Tout le monde était pressé de recevoir les communiqués du bureau politique de notre parti. L'AFP a été l'un des parties prenantes et alors les plus éminentes des assises nationales. Le président Moustapha Niasse, l'un des bailleurs, je peux dire même le bailleur principal des assises nationales, et beaucoup d'organisations, toutes les marches qui étaient organisées, en tout cas, elles étaient faites avec la bénédiction de l'AFP. D'ailleurs, on était le premier parti de l'opposition parce que simplement, après les élections législatives de 2001, quand même, l'AFP avait une position qui faisait d'elle le premier parti de l'opposition. Mais en même temps, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes faiseur de roi, vous n'êtes que faiseur de roi, vous n'êtes pas roi. Est-ce que cet espoir-là, qui a symbolisé l'AFP dès sa naissance, avec ce fameux appel du 16 juin 1999, ne s'est pas transformé en désespoir, en désespérance?
Pas du tout. Je pense que les militants sont aujourd'hui plus que déterminés à réaliser ce vœu du président Moustapha Niasse. Et il l'a réitéré il y a de cela 3 jours en disant qu'il rêvait d'un jour qu'un parmi nous soit président de la République. C'est très possible. En 2004, qui avait vu le président Macky Sall arriver, personne. Jusqu'en 2007, même jusqu'en 2008, quand il quittait l'équipe, personne. Tous les pronostics mettaient Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng devant. Et puis je suis foncièrement croyant. Je pense que le pouvoir, c'est aussi une affaire divine. C'est aussi une affaire de Dieu. Tu peux avoir toutes les qualités possibles, avoir tout ce qu'il faut. Si Dieu ne le décrète pas, jamais ce sort ne sera réalisé. On reviendra sur les perspectives avec les échéances électorales à venir, mais arrêtons-nous un peu sur ce congrès qui est annoncé, qui va achever ou parachever le processus qui va donc au bout duquel vous allez désigner la nouvelle équipe dirigeante de l'AFP. Mais quand est-ce qu'il aura lieu? On dit juste 2022. Oui, le président a été très précis. Il a dit dans le premier semestre de 2022. Pourquoi? Parce qu'on s'achemine vers une période préélectorale. Voilà. Vous savez, pendant cette période, si nous avons déjà mis en place une commission nationale chargée de la vente, du placement des cartes et du renouvellement des instances, qui fait son bout de chemin et qui s'organise pour réaliser ce projet-là, mais on va s'acheminer dans quelques mois vers une période électorale. Nous ne voulons pas démarrer un processus, l'arrêter, attendre 3-4 mois pour reprendre. Donc le président a été très clair. Les élections se tiendront au plus tard le 23 janvier 2022. Et rassurez-vous, avant la fin du mois de juin, comme il l'a indiqué, parce que Moustapha Niasse, c'est un homme de parole. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Peut-être le prochain anniversaire de l'AFP. Peut-être bien que le prochain anniversaire, mais pourquoi pas, vous nous donnez une belle idée. Peut-être que le congrès pourrait être tenu, oui, le 16 juin 2023, pourquoi pas. Je pense que la commission d'organisation... 2022. La commission d'organisation pourra bien saisir cette proposition au cours. Alors, est-ce que cette phase un peu de transformation de votre parti avec le départ de son leader charismatique ou le retrait de son leader charismatique, Moustapha Niasse, pourrait coïncider avec des retrouvailles de la famille progressiste? Autrement dit, est-ce qu'un retour de Malick Gakou, qui est aujourd'hui à la tête d'un autre parti, le grand parti, est d'actualité? On n'en a pas discuté dans le cadre de nos instances, mais le président est très constant de ce point de vue. D'ailleurs, il y a beaucoup de camarades qui étaient partis, qui sont revenus, qui jouent aujourd'hui les premiers rôles dans le parti. Vous savez, dans la vie politique, rien n'est linéaire. Tout est sinusoïdal. Il y a des upwelling et des pelling up. Il y a ce que l'on appelle la vie politique, elle est dynamique. Une personne peut avoir il y a des évolutions. Oui, bien sûr. Des hauts et des bas. C'est clair. Pour le commandé mortel. Exactement. Oui. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, le retour de nos camarades, vous l'avez cité, Malick Gakou, oui, avec qui on entretient d'excellents rapports. Oui, il est souvent fois en contact avec le président Moustapha Niasse. Parce que quand même, le contact n'est pas... C'est le fils du président. N'est pas interrompu entre les deux. C'est un frère à nous. Le président Niasse, voilà, c'est lui notre père. C'est lui notre guide en politique. Vous n'êtes pas opposé à son retour? Mais pas du tout, parce que l'objectif dans la vie politique, dans un parti politique, c'est de faire de l'addition. Et si les raisons fondamentales qui ont fait qu'à un moment donné, Jean ou Paul a pris une décision, et chemin faisant, les gens ont pu constater que ce n'étaient pas des décisions pertinentes, why not? Je crois que souvent, c'est bien de faire sa chambre ou d'aller créer sa maison, mais ne pas oublier la chambre qu'on avait chez papa. La maison du père. Non. Et je crois que la maison du père est grandement ouverte, et le président accueillera toujours ceux-là qui sont partis avec les bras ouverts. Un retour de Malick Gakou pour y faire quoi? Mais oui, pour Malick Gakou est un camarade militant qui était secrétaire national chargé de l'intérim. Oui. Voilà, comme moi, j'étais secrétaire national chargé de la décentralisation, comme Malick Diop, secrétaire général chargé de la communication, pêle-mêle. Je crois que oui, son retour, c'est justement pour dire, oui, écoute, nous sommes dans la grande famille socialiste, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes des socialistes. Le fait que Malick Gakou ait milité pendant 16 années aux côtés du président Moustapha Niasse a pu montrer simplement que c'est parce qu'il a épousé les principes régaliens qui ont présidé à la création de notre parti. Il n'y a pas de quoi, à mon avis, comme je le lui dis souvent. D'ailleurs, pour moi, il a
il a mis beaucoup d'énergie quelque part ailleurs, alors que s'il avait mis cette énergie dans le parti, je pense qu'aujourd'hui, le parti ne serait pas à ce niveau, le parti serait à un niveau plus important. En tout cas, je lui lance un appel solennel, lui et tous les autres qui sont partis. Ce n'est pas Malick Gakou seulement, Hélène Tine, oui, on en a discuté plusieurs fois, il y en a d'autres qui sont partis. Par contre, il y en a également une foultitude qui sont revenus sans tambour ni trompette. D'ailleurs, ce samedi, qui va célébrer l'anniversaire de notre parti, beaucoup de militants sont venus rallier notre parti, des militants de mouvements indépendants, de mouvements qui se disaient si citoyens. Et c'est ça la vie d'un parti politique. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du dimanche qui reçoit Zator Mbaye. Il est donc responsable de l'Alliance des forces de progrès. Nous allons avancer un peu. La présidence de l'Assemblée nationale, c'est aussi possible que Moustapha Niasse se retire? Vous savez, il a indiqué la fois dernière que cette primeur serait réservée au président de la République, qui est le président de notre coalition. C'est comme ça que l'on travaille. C'est-à-dire si Moustapha Niasse venait, à l'occasion d'une conférence de presse, dire que je m'en vais, ce serait une inélégance politique pour qui connaît l'homme, pour qui connaît son respect de l'État, sa connaissance et sa maîtrise de l'État. Il a donc dit que cette question sera adressée justement devant qui de droit le moment venu. C'est une hypothèse aujourd'hui qui est sur la table. Oui, dans la conséquence logique de ce retrait de la tête de l'AFP. Vous savez, avec les hypothèses, on peut parvenir à mettre, Paris dans Dakar. Mais vous savez, l'objectif pour le président Moustapha Niasse, c'est que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse se maintenir au pouvoir jusqu'à l'horizon 2035 au moins. Au moins, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons géostratégiques. Et maintenant, aucun sacrifice ne sera de trop. Aucun. Et c'est dans cette logique, justement, qu'il prépare beaucoup de camarades, qu'il se prépare lui, qu'il se met toujours sur sa table en train de travailler à cela. Et je crois que son compagnonnage, sa collaboration avec le président Macky Sall, quand même, se passe très très bien. C'est la première fois qu'on n'a pas de problème entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. D'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer sa longévité, machallah, à la tête de l'Assemblée nationale, ce qui est salutaire pour le pays. Oui, mais après, il quittera quand même l'AFP. Oui, mais naturellement, En politique, il n'y a jamais de choix innocent. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la présidence de l'Assemblée nationale, pour être encore plus précis? Oui, ça pourrait bien avoir une conséquence à la tête de l'Assemblée nationale, parce que Moustapha Niasse n'a plus 20 ans ni 30 ans. Et il arrivera même un moment où nous autres, ses enfants, nous pensons plus à sa santé qu'à un poste administratif qu'il doit occuper. Parce que vous savez, le fait d'occuper le perchoir de l'Assemblée nationale ne lui procure aucun privilège. Moustapha Niasse a réglé tout ce qu'un homme normal doit pouvoir régler dans sa vie, grâce à Dieu, mais il a un amour profond pour le pays. Et aucun sacrifice n'est de trop pour lui pour réaliser cet amour pour le pays. Oumar Modisso vous challenge un peu par rapport, puisque vous parliez du compagnonnage politique entre Moustapha Niasse et Macky Sall. Il dit, est-ce que l'AFP aura un candidat à l'élection présidentielle de 2024 ? Mais oui, nous l'aurons, comme nous l'avions indiqué déjà en 2014. Je vous précise que l'AFP a été le premier parti à choisir le président Macky Sall comme candidat à l'élection présidentielle. Candidat issu de son camp, de ses rangs. C'est ça le sens de la question de Oumar Modisso. Oui, vous savez, nous sommes dans le cadre d'une coalition. Demain, le candidat sera naturellement choisi dans la coalition. Mais nous sommes des démocrates. Oui, je parle de l'AFP. Mais nous sommes des démocrates. On peut aller dans le cadre de notre coalition et dire, voilà le candidat que l'AFP propose à la coalition. La PR en fera de même, le Parti socialiste. Et nous discuterons, parce que notre objectif, ce n'est pas de nous mettre en confrontation avec qui que ce soit. Notre objectif, c'est de montrer aux Sénégalais un bilan qui va permettre à ces Sénégalais de nous donner un autre ticket pour continuer à présider aux destinées de notre pays. C'est ça, en tout cas, aujourd'hui, la mission que s'est assignée l'AFP, mais pas de dire, écoutez, en 2024, on aura un candidat pour faire quoi? Pour aller aux élections, faire une promenade, avoir 1%? Ce n'est pas le but. Notre objectif, c'est de maintenir le plus longtemps possible cette coalition Benno Bokk Yakaar aux affaires pour réaliser tout ce que nous avons promis aux populations. Parlons de 2024. Au sein de Benno Bokk Yakaar,
quelle est aujourd'hui la position, puisque vous êtes le coordinateur des jeunesses de Benno, la position par rapport à ce débat sur le troisième mandat? Ce n'est pas un débat d'actualité chez nous, ce n'est pas un débat qui a été posé. Et vous comprendrez que je ne puisse pas prendre la parole au nom de mes compères jeunes qui m'ont confié leur coordination pour dire ce sera à gauche ou droite. Non, ce n'est pas un débat qui a été posé. Et je me veux militant discipliné. Notre président de coalition, à l'occasion d'un séminaire sur la communication de notre coalition, nous a demandé de faire un focus sur les réalisations, de travailler sur son programme. On est aujourd'hui tout enclin à faire tout notre possible pour faire le portage politique des politiques publiques qui sont réalisées. C'est ça notre mission. Maintenant, en 2024, quand ça arrivera, vous nous entendrez. Et rassurez-vous, vous nous entendrez. Vos ambitions pour les élections locales à venir de janvier 2022? Oui, je suis un citoyen de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Oui. J'y suis depuis que j'ai 7 ans. Je ne connais que cette commune. Je suis conseiller municipal depuis maintenant 17 ans. J'ai eu le privilège que mes concitoyens m'envoient à la ville de Dakar pour la première fois. J'ai des ambitions pour ma commune parce que telle qu'elle est gérée ne me satisfait pas. Le maire s'appelle Barthélémy Diaz, qui lui-même a annoncé sa candidature pour la ville de Dakar. S'il annonce sa candidature, mais c'est très bien. En tout cas, nous travaillons et nous œuvrons quotidiennement à son départ de la tête de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Oui, pourquoi? Parce que rien d'important n'a été fait. S'il y a quelqu'un qui était décédé il y a 12 ans, s'il revenait, je pense qu'il ne se perdrait pas. Faites un tour dans les écoles, regardez, il n'y a pas de changement. Les portes, les fenêtres, les tables bancs, rien n'a changé. Allez au poste de Liberté 4 de santé, je vous donne un autre exemple, est très précis, rien n'a changé. C'est la commune aujourd'hui qui est dans la parkingisation, c'est-à-dire tout notre espace public est parkingisé. C'est pas ce que l'on recherche. Mais s'il annonce sa candidature pour la ville de Dakar, c'est parce qu'il pense qu'il a fait un bon bilan à Mermoz. Je pense plutôt que c'est une annonce politique comme il sait le faire. C'est encore une diazerie, comme j'aime toujours le dire, parce qu'il sait lui-même que c'est une camisole trop longue pour lui. Mais ça, c'est son problème dans sa coalition Taxawu Sénégal, parce que cette candidature découle forcément pour nous autres observateurs politiques, peut-être d'un malaise au sein de sa coalition. Mais moi, je ne veux pas entrer dans cela. Ce qui m'importe et ce sur quoi je travaille, c'est d'avoir une fédération au niveau de notre commune, de toutes les candidatures, pour travailler à une candidature unique, afin que les populations demain aient une mairie. La mairie est une succursale de l'État. La mairie est un démembrement de l'État. Aujourd'hui, notre mairie est laissée en rade parce que simplement, elle est considérée comme un quartier général de l'opposition. Au lieu que le maire essaie de localiser les politiques publiques qui sont définies au niveau central. Mais vous êtes, oui. Essaie toujours de faire dans la politique politicienne. Mais vous êtes candidat à quoi? Vous êtes un homme politique. Oui, je suis candidat à la candidature, n'est-ce pas, dans ma coalition pour Mermoz-Sacré-Cœur et nous y travaillons quotidiennement. Et quelles sont les ambitions maintenant, je veux dire, de l'AFP même par rapport à ces élections locales? La ville de Dakar, on sait que c'est un enjeu majeur, comme il y a d'autres localités. Je parle de Kaolack, la région natale de Moustapha Niasse, Nioro et autres. Quelles sont vos ambitions, vous? Vous savez, toutes ces ambitions seront discutées dans le cadre et à l'intérieur de la coalition. Parce que simplement, le président Moustapha Niasse toujours nous interdit des échappées solitaires. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans une coalition, nous avons un tableau de bord, nous avons un capitaine et nous avons une équipe soudée, comme il aime le dire. Et rassurez-vous, c'est le président Macky Sall qui est le président de la coalition. C'est lui qui choisit? Il choisit parce que c'est lui le responsable de la coalition, mais après une concertation. Parce que vous savez, le travail au niveau de la coalition est très démocratique. Il y a une conférence des leaders qui se réunit et qui décide de certaines questions. Il y a le secrétariat permanent exécutif. Il y a également les plénipotentiaires, il y a les jeunes, les femmes. Donc tout est bien organisé dans notre coalition qui fait que à chaque fois qu'il y a un problème, les gens en décident après en avoir bien sûr discuté auparavant. D'ailleurs, tous les météorologues politiciens avaient prédit la mort de Benno.
Mais je pense que Benno reste plus que jamais debout. Benno est renforcé. On a d'autres camarades qui étaient dans l'opposition qui nous ont rejoints. Rassurez-vous, notre objectif, nous, au sein de l'AFP, c'est de maintenir les positions locales que nous avons déjà, mais aussi d'en tirer d'autres, d'en chercher d'autres, parce que nous avons des camarades cadres qui sont valables, qui sont compétents pour se mettre au service de leur commune. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux telle ou telle autre commune. Il suffit de pouvoir amener la commune d'un point A vers un point B. L'AFP va jouer collectif. Oui, l'AFP va jouer collectif autant que ce sera possible, parce qu'en 2014, il est arrivé dans certaines zones qu'on ait eu des difficultés pour confectionner des listes et malheureusement, il y a eu des cassures. Nous ne souhaitons pas vivre ces mêmes schémas. Nous souhaitons que tout soit fait dans le cadre d'une concertation et que voilà, la répartition, la discussion puisse être juste dans le meilleur des cas pour l'essentiel des camarades, je dis bien, pas de l'AFP seulement, mais de la coalition Benno Bokk Yakaar. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Son invité, Zator Mbaye de l'AFP. La communauté Lébou, pour rester dans cette thématique des élections locales, annonce son soutien à Abdoulaye Diouf Sarr pour la mairie de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, mais aussi de la paix. Alioune Ndoye du Parti Socialiste, qui est ministre de la Pêche pour la mairie du Plateau. Bon, même s'il y a des voix qui s'en démarquent, il y a quand même qu'on a bien vu cette position de la communauté Lébou. Cela vous inspire quel commentaire? Alors, vous savez, chaque communauté est libre de choisir son candidat. Ça, c'est un principe libre, sans pour autant verser dans un supposé ethnicisme que certains semblent déplorer. Je crois qu'aujourd'hui, Dakar a une forte connotation Lébou. Abdoulaye Diouf Sarr, je vous le rappelle, est un produit de l'AFP. Il a milité chez nous, c'est un ami. Oui, moi, je ne serais pas contre une candidature d'Abdoulaye Diouf Sarr à la mairie de Dakar. Ah oui. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Oui, vous savez, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un capitaine d'équipe qui soit à même de manager cette équipe. Et vous votez Abdoulaye Diouf Sarr? Non, pour le moment, non. Je vous ai dit que je ne suis pas contre une candidature d'Abdoulaye Diouf Sarr. Comme je ne pourrais pas dire que je serai contre demain une candidature du docteur Malick Diop, qui est notre responsable départemental à Dakar. Mais le principe de dire, écoutez, nous choisissons un tel, Abdoulaye Diouf Sarr est un Sénégalais compétent. Et sur Dakar, lors des élections locales, il faut également se le rappeler, c'est le seul qui a gagné sa commune. Yoff. Dans Benno Bokk Yakaar. Yoff. Oui, Yoff. Donc, sur les 19 communes, il n'y a qu'Abdoulaye Diouf Sarr qui avait gagné avec un grand écart. Ça aussi, c'est l'histoire. Je pense que quand le moment du choix arrive, oui, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en jeu, qui peuvent entrer en question. Alioune Ndoye au Plateau. Alioune Ndoye reste un maire sortant, je pense qu'il a fait des réalisations. Oui, pourquoi pas, il peut continuer. Parce que notre objectif, nous, dans la mesure où nous disons que nous, à l'AFP, nous voulons maintenir nos positions et peut-être en prendre d'autres, mais de la même manière, nous pensons que c'est là qui avaient gagné leur collectivité locale et qui ont fait du boulot, qui ont fait un good job, comme on dit, mais devraient pouvoir aussi continuer l'aventure au service de leur population. Donc moi, de ce point de vue, je n'ai pas de problème. Je ne suis ni militant de Yoff, encore moins militant de Plateau. Aujourd'hui, je suis très préoccupé par ce qui va se passer dans ma commune à Mermoz-Sacré-Cœur, parce que mon ambition, c'est d'être le maire du président de la République, parce qu'il se réveille chez nous. Très bien. Législative de 2022, c'est toujours dans le calendrier électoral. C'est ça d'ailleurs qui rend cette question sur la présidence de l'Assemblée nationale pertinente. Hein. On se rend compte que, bon, voilà, le mandat des députés se termine en juillet 2022. Ben oui. Pour votre leader de faire ses adieux. Je reviens encore à la charge. C'est encore une question qui sera adressée devant le président de la coalition. Parce que c'est toujours lui qui choisit la personne qui est à même de diriger, de conduire le perchoir, d'être au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, comme on dit, mais ce calendrier électoral, il vous inspire quelle réflexion? Mais c'est un calendrier. Il y a quand même une succession d'élections dans un intervalle qui est assez court. Bon, c'est parce qu'aussi il y a eu des reports des élections locales qui
font que, voilà, aujourd'hui, c'est un calendrier électoral qui est quand même lourd. Mais très lourd, Mamadou. Vous savez, au Sénégal, on organise en moyenne une élection par année. C'est assez coûteux. Il faut se le rappeler, depuis 2012, combien d'élections ont vu le jour au Sénégal? Je crois qu'il est arrivé pour que la classe politique regarde l'intérêt de la nation. Moi, je serais militant d'une année électorale. Une année où on tiendrait la présidentielle, les législatives, les locales, et après c'est fini. Parce que c'est ça qui est plus pertinent. Sinon, on plonge notre pays dans une campagne électorale permanente. Parce que l'avant-élection, l'après-élection, les campagnes par-ci, par-là, et on n'a véritablement pas le temps de travailler. Notre pays... Concrètement, devant ce calendrier électoral, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous savez, il appartiendra à ceux-là qui doivent convoquer le collège électoral, de voir la pertinence. Mais aujourd'hui, le calendrier reste intact. Les élections se tiendront locales au plus tard le 31 janvier. Et les élections législatives sont prévues pour juillet. Oui. Il est arrivé que dans une même année, qu'on organise deux types d'élections. Je vous rappelle qu'en 2012, il y avait l'élection présidentielle en mars. Et en juillet, c'est-à-dire avec un délai même plus réduit, les élections législatives se sont tenues. Maintenant, la classe politique est en train de discuter et je ne peux pas avoir la prétention de dire voilà la décision qui sera prise. Mais l'objectif pour moi, c'est de s'accorder sur l'essentiel. Parce qu'au Sénégal, je ne suis pas sûr qu'on peut voler des élections. Avec le type d'élection, le type d'organisation que nous avons, la représentation des partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Comment on peut truquer des élections au Sénégal? Question mark. Alors, Zator Mbaye, on va parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la politique, on va parler de sport. Oui. Cela n'arrive pas toujours, mais on va quand même en parler. Le sport, avec tout un débat sur nos infrastructures sportives. On a vu là, récemment, que le Sénégal n'a pas pu jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. La CAF a été obligée même de les repousser un peu au mois de septembre parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de stade fonctionnel qui répondent aux normes. Et nos stades en font partie. C'est quand même un problème. Je pense que c'est un problème parce que simplement, vous savez, je suis un militant du mouvement associatif. Je vais vous donner quelques exemples. Le Nawetan, qui était le mouvement le plus populaire du Sénégal, se meurt, particulièrement à Dakar. Je taquine le président de l'ODCAV, qui est mon grand frère, Pape Momarlo, qui depuis qu'il est là n'a pratiquement rien organisé. Parce que simplement à Dakar, il n'y a pas d'infrastructure sportive qui peut abriter ce type de manifestation. On était très, voilà, très enclin, très, voilà, très pressé à aller au stade Demba Diop, hein, à suivre le match du Nawetan, acheter notre crème grasse. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Ce qui fait que même quelque part, on voit les noyades parce que les jeunes n'ont plus d'espace d'expression. Vous savez, le Nawetan... Espace vital. Exactement. Le Nawetan capitalisait beaucoup de jeunes, c'est-à-dire cristallisait l'énergie de beaucoup de jeunes. Dans chaque quartier, Mamoudou, tenez-vous bien, il y a au moins 60 jeunes qui sont dans une ASC. 60 jeunes. Ces jeunes-là n'ont pas le temps de faire autre chose. Ils sont tous les jours à l'entraînement. Ils sont donc dans le quartier. Aujourd'hui, parce que simplement c'était en vue de la préparation de match Nawetan, nous n'avons plus ça. Les gens préfèrent aller à la plage ou préfèrent aller faire autre chose. Regardez ce qui se passe dans nos quartiers. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre, je rends un hommage au président de la République qui a quand même fait de grandes infrastructures sur le plan sportif. Mais il y a une urgence à adresser. Et cette urgence, c'est quoi? Il y a des stades au Sénégal, particulièrement à Dakar, pour moi, qui ne devraient pas être fermés pour 6 mois. Le stade Demba Diop est un stade emblématique. Léopold Sédar Senghor, la même chose. Le stade Iba Mar Diop, la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour libérer cette énergie sportive, oui, on devrait, pour moi, hâter le pas. Parce que nous sommes quand même la première équipe africaine. Oui. Et cela qui n'a jamais rien gagné aussi. Oui, d'accord, mais ça induit, je veux dire, ça implique que nous devons faire des efforts importants dans le domaine infrastructurel. L'équipe nationale obligée d'aller jouer à Thiès, mais un stade dont la pelouse est à la limite dans un état
catastrophique si on parle vraiment de normes internationales. Et quand Sadio Mané en parle, soutenu en cela par ses camarades, il y a quand même une réaction du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, celle du ministre des Sports, Matar Ba, comme pour le recadrer, pour lui dire mais de quoi je me mêle. Je crois que, moi je déplore cette réaction du président de la Fédération sénégalaise parce que quand on est président de la Fédération sénégalaise, on doit bien sûr gérer les compétitions internationales, mais doit avoir un œil sur ce qui se passe dans nos infrastructures. Nous recevons des équipes, je crois que c'est pas une... À mon avis, en tout cas, moi, j'aurais jamais tenu cette réponse. En disant qu'on n'est pas à Liverpool. Écoute, on ne peut pas comparer le Sénégal à une ville. Ce n'est pas, c'est même pas, c'est pas respectueux. Oui, il y a quand même une ambition. Oui, mais je veux dire, de belles pelouses. Quand Sadio Mané en parle, est-ce qu'il n'a pas raison d'en parler? Mais il a bien raison parce que c'est un acteur déjà. Oui. Il y a d'abord un problème de santé. Il peut être, c'est un acteur. Il est sur le terrain, un terrain qui n'est pas aux normes, c'est d'abord sa propre santé. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas abriter une compétition internationale pour le moment. Je crois qu'on doit redresser quelques aspects, essayer de revoir tout cela, d'atténuer la tension, ne pas être dans les diatribes. Tu as dit ça, tu ne devrais pas dire ça. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Il faut essayer de voir rapidement comment mettre en place, comment rendre fonctionnelles ces infrastructures. Regardez ce qui se passe à Diamniadio. Diamniadio, aujourd'hui, on peut dire que c'est un pôle sportif. On a une belle salle de basket. On est en train de mettre en place un grand stade olympique. Mais il faudrait rendre l'énergie, pour moi, des jeunes en ouvrant ces stades qui sont dans le département de Dakar pour pouvoir quand même laisser les jeunes s'exprimer librement parce qu'on n'a plus Assane Diouf, Demba Diop est fermé, Ibamar ne fonctionne plus, le stade de l'amitié. Et je crois que ce n'est pas, compte tenu de tous les immenses efforts que le président est en train de faire quand même pour mettre en place des infrastructures sportives sur le plan national. Mais aussi faire des comptes, dresser les comptes. Il y a quand même le principe de la redevabilité qui est là. Ces marchés ont été confiés à des entreprises avec l'argent des Sénégalais. Je crois que de ce point de vue, il y a des structures qui sont habilitées à le faire. Parce que les comptes, c'est soit la Cour des comptes, soit l'IGE qui sont habilités à le faire, mais également l'Assemblée nationale qui vote le budget de chaque ministère. Et rassurez-vous, les députés souvent font des comptes, c'est-à-dire ce n'est pas les comptes à l'image de la Cour des comptes ou de l'IGE, mais quand ils votent le budget, après il y a ce que l'on appelle le vote de la loi de règlement. Et à ce niveau-là, il y a un contrôle qui se fait. Mais tout cela, ce qui est plus important à mon niveau, c'est de tout faire aujourd'hui pour redorer le blason de nos infrastructures sportives. C'est ça la priorité à mon sens. La Fédération sénégalaise de football qui doit renouveler également ses instances. Oui. Oui. Que pensez-vous déjà de la gestion de l'équipe sortante et des perspectives? Vous savez, l'équipe sortante, je crois que dans sa gestion, si on peut mettre un peu la gestion de nos infrastructures, je pense qu'on peut même trouver un génie. De mettre ces infrastructures sous gestion privée. Parce que, vous savez, en général, quand tout est public, les gens disent c'est la chose publique, on s'en fout. Mais il faudrait peut-être réorienter un peu la stratégie en confiant ces stades à des entités privées qui pourraient non seulement, dans le cadre d'un contrat partenariat privé, public-privé, réaliser, exploiter et gérer la chose de manière collégiale. Maintenant, la fédération, j'entends pêle-mêle quelques candidatures. Je pense que l'objectif pour moi, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de cassure. Il est arrivé un moment où on a vécu une cassure, ce qui a été dommageable à notre football. Et aujourd'hui, notre football est sur une pente ascendante et je considère que les uns et les autres pourront avoir le dépassement, l'esprit de dépassement qu'il faudra pour s'accorder sur l'essentiel. Manager général de Dakar Football Club et président de l'ASC Sacré-Cœur. Avec quelle performance déjà? Malheureusement, on a une ASC qui n'est pas très forte à Sacré-Cœur. D'ailleurs, cette année, j'ai laissé la main à mon jeune frère, Abdou Diouf, parce que quand même, je suis dans l'ASC depuis 1996. Très jeune, j'ai intégré cette structure. Je crois que la meilleure performance qu'on a eu à faire, c'est les demi-finales au niveau de la
de la zone pour ce qui est des seniors. Mais on a été vainqueur en cadet plusieurs années, plusieurs fois. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à notre entraîneur des cadets qui est décédé, Petit Touré, qu'Allah ait pitié de son âme. Mais notre objectif à Sacré-Cœur, vous savez, Sacré-Cœur est un quartier assez particulier. Et souvent, voilà, il est difficile de mobiliser les troupes parce que c'est un quartier plus ou moins résidentiel. Mais les jeunes aiment le football. Mais malheureusement, le Navétane, voilà, est en train de mourir parce que peut-être il y a ce qui capitalisait l'espoir dans le Navétane n'est plus là. C'est les matchs au stade Demba Diop. Parce que nous sommes membres de la zone que polarise le stade Demba Diop. Et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on ne joue plus à Demba Diop. Donc, les gens n'ont plus envie de faire du Navétane à Dakar. On termine par une question sous-régionale, mais qui intéresse également le Sénégal. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, après plusieurs années à l'extérieur. Il a été même emprisonné pendant 8 ans, poursuivi par la Cour pénale et internationale. Est-ce que c'est une sorte de recomposition politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Est-ce que cela peut inspirer également le Sénégal par rapport au dialogue politique, aux relations entre le pouvoir et l'opposition? Moi, je pense plutôt que c'est eux qui se sont inspirés de l'exemple sénégalais. Nous avons enclenché notre dialogue politique depuis plusieurs années. Et l'objectif d'un dialogue politique, toujours, c'est d'arriver à un consensus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le Sénégal. Oui, le dialogue politique, mais avec quand même un Karim Wade qui est toujours à... Oui, mais peut-être qu'il a choisi d'être au Qatar. Je pense que l'objectif d'un dialogue, ce n'est pas de le personnaliser. Parce que c'est quand même d'ordre général. Bon, ici, on parle de retour de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi voilà. je pose également la question concernant... Moi, je pense que s'il voulait revenir demain, il serait venu. Le Sénégal n'est fermé à personne. Comme j'ai l'habitude de le dire, même récemment, je l'ai dit à mon grand frère Khalifa Sall, il faudrait que nous nous accordions autour de l'essentiel. Mais pour Karim, une contrainte par corps qui l'attend aussi. Oui, une contrainte par corps, parce que simplement il a été condamné. Ça aussi, il faut le reconnaître. Oui. On dit souvent qu'il ne faut pas que l'exécutif s'immisce dans la justice, et souvent on veut que l'exécutif torde le bras à l'exécutif, à la justice. Je pense qu'il faudrait que souvent que nous sachions ce que nous voulons. Il faut qu'on laisse la justice faire ce qu'elle doit faire. L'exécutif également fera ce qu'il doit faire. Et l'Assemblée fera également ce qu'elle doit faire. Oui, avec quand même 2 leaders de l'opposition toujours frappés par l'inéligibilité. C'est Khalifa Babacar Sall, vous parliez de lui tout à l'heure, et Karim Wade. Oui, mais c'est dû à des délits de droit commun. Ce n'est pas des emprisonnés politiques. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ils ont tous été emprisonnés sous l'emprise, voilà, d'un délit de droit commun, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, mais on ne les a pas emprisonnés parce qu'ils s'appelaient Khalifa ou parce qu'ils étaient membres de l'opposition. Ça aussi, il faut revenir sur ces aspects qui sont importants. Si demain on voulait travailler à une loi d'amnistie, ce ne serait pas une loi personnelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur certains points des recommandations de la commission d'audit en disant qu'il faut immédiatement laisser M. Khalifa Sall. Pour moi, ce n'est pas de leur compétence. Parce que la question de l'amnistie n'est même pas une question de l'exécutif. C'est une question du législatif. Et il ne faudrait pas que... C'est voilà, l'Assemblée nationale qui vote la loi. Même si l'exécutif peut faire un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. Et ce ne serait pas une loi applicable exclusivement à Khalifa Sall et Karim Wade. Oui. Ce serait une loi qui amnistierait tout ce qu'il y a comme personnes qui seraient liées à ce type de délit. En résumé, ce retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire n'inspire pas du tout le Sénégal. Je pense plutôt que c'est la Côte d'Ivoire qui est inspirée par le Sénégal, parce que le président Macky Sall est un homme de paix, est un homme de dialogue. D'ailleurs, c'est lui qui a gracié et Khalifa Sall et Karim Wade. Cela prouve encore une fois qu'il a toujours montré son élan de solidarité, d'ouverture, d'inclusion dans la gestion de l'État. Qui vous aurait dit qu'un jour, le président Idrissa Seck serait aux côtés du président Macky Sall? Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui répondraient par l'affirmatif. Mais on a un président, un gentleman, qui sait c'est quoi la politique, qui sait que, écoutez, il faut associer tout le monde à l'exercice du pouvoir, parce qu'en définitive, nous sommes entourés par une ceinture de feu.
Et nous sommes un pays pétrolier, gazier, qui est aujourd'hui à la risée de beaucoup de gens qui travaillent à sa déstabilisation. Et pour ce faire, nous autres acteurs politiques, nous avons une lourde responsabilité de tout faire pour maintenir notre pays à un niveau correct et respectable. Dans le journal Le Soleil, le vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal, professeur Ndiaw Diouf, qui dit que le parrainage n'est pas anticonstitutionnel. Une façon de dire que le parrainage ne sera pas supprimé, comme le recommande la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, je pense qu'ils ont aussi surpassé leurs prérogatives, à mon avis. Parce que nous sommes un pays démocratique, souverain. Nous pensons qu'il faut un filtre. À l'examen du BFM est un filtre. Le bac est un filtre. Pourquoi, bon sang, à l'élection présidentielle, il ne devrait pas y avoir de filtre? Par contre, on peut dire, écoutez, on va discuter sur comment relooker le parrainage. Je suis d'accord. Mais dire qu'au Sénégal, on ne devrait pas avoir de parrainage, je pense que c'est surpasser leurs prérogatives. Merci. Pape Diallo Mbaye Zator, responsable de l'Alliance des forces de progrès, mais aussi ministre conseiller du président de la République, conseiller municipal à la ville de Dakar, mais aussi à la commune de Mermoz, était l'invité de ce jury du dimanche. iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, Immédiat.sn avec au texte Djeba, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux Biram Pouy. Merci à toute l'équipe technique autour de notre réalisateur Mas Mboup. Technicien son Ibamar Sen. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.